puisque en fait, l'énergie, en particulier l'électricité, est très fortement subventionnée pour assurer le pompage de l'eau, ce qui fait qu'il n'y a aucune incitation à utiliser cette ressource avec parcimonie en Inde. Alors ce qu'on voit aussi sur ce schéma-là, ce qu'il faut retenir peut-être, c'est qu'on observe une consommation d'énergie fossile qui est croissante quand on va de gauche à droite sur ce schéma, et on voit que ça constitue donc un levier d'accroissement de la production par animal et par ferme, mais que d'après ces analyses, ça s'accompagne aussi d'une diminution de l'efficience. Et du coup, ce qu'on voit émerger à travers ça, c'est une sorte de logique environnementale quelque part de la Révolution blanche. Donc l'idée, c'est de collecter le lait auprès d'un très grand nombre d'exploitations qui ont un niveau d'efficience qui est soit assez bon, soit on va dire pas trop élevé, et à part ce biais-là, d'avoir une grande quantité de lait qui peut être collectée parce que ce sont des exploitations très nombreuses. Donc c'est plutôt le choix de s'appuyer là-dessus plutôt que sur cette catégorie d'exploitation qui, certes, produit plus par vache, produit plus par exploitation, mais par contre est beaucoup moins efficiente en termes d'utilisation de l'énergie fossile. Oui, 2 minutes, ok. Alors pour terminer sur cette partie dans laquelle on s'intéresse à l'évaluation de l'impact de l'élevage sur la qualité de l'eau, pour ça on s'intéresse à un canton et en particulier un village dans ce canton qui se trouve au centre du Gujarat. Donc c'est un espace qui est densément peuplé et avec peu de terres par exploitation et beaucoup de gens qui sont sans terre. Et du coup, c'est un territoire dans lequel il y a eu une intensification assez forte avec la Révolution verte, avec un recours massif à l'eau d'irrigation. C'est un territoire qui est quasiment intégralement cultivé et irrigué aujourd'hui. Aussi un recours massif aux engrais de synthèse pour des cultures telles que le tabac. Mais c'est un territoire qui a aussi connu une intensification via l'élevage, avec le développement de la collecte par la coopérative Amoul, qui est née en fait dans cette région. Donc il y a plus de 60 ans qu'il y a une collecte laitière dans ce canton. Et ce qui se traduit par, ce qu'on peut le voir sur ces schémas, par une croissance de la quantité d'animaux qui sont élevés dans certaines des grandes exploitations, mais aussi dans les petites exploitations familiales et chez les éleveurs qui sont sans terre. Alors dans ce contexte-là, les questions qu'on s'est posées, c'était de savoir finalement, avec toute cette intensification, que ce soit par l'élevage ou par les cultures, quelle est la qualité de l'eau et quel est le rôle de l'élevage là-dedans. Donc on s'était intéressé aux pratiques de gestion de l'éjection animale et de la fertilité. Et ce qu'on observe, donc à travers tout d'abord ces analyses d'eau, c'est qu'effectivement il y a quand même un problème de qualité de l'eau qui se pose, avec donc une eau qui est fortement chargée en nitrate, qui dépasse dans 11 des 16 échantillons qu'on a fait dans un village, la limite de potabilité de 50 mg par litre de nitrate. Et donc on a réalisé des bilans azotés pour les différents systèmes de culture, en combinant les entrées via la fertilisation minérale, organique, les apports par l'eau d'irrigation et par la fixation biologique, et les sorties via les récoltes et la volatilisation. Et ce qu'on observe, c'est que ces bilans, en fait, sont largement excédentaires, dans la plupart des situations, et ils sont particulièrement élevés pour les systèmes de culture à base de tabac, où on peut avoir des excédents, d'après ces calculs, qui sont de l'ordre de 500 jusqu'à 1100 kg d'azote par hectare et par an, donc ce qui est absolument considérable. Et alors, quel est l'impact de l'élevage là-dedans ? Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le rôle de la fumure est relativement faible dans ces apports d'azote. Donc c'est ce qu'on voit en bleu, là, c'est les apports via le fumier. En fait, les entrées d'azote sont d'abord liées aux grandes quantités d'engrais minéraux qui sont utilisés, et surtout sous forme d'urée. Et là, on retrouve une autre aberration, une autre conséquence des modalités de subvention de la Révolution verte en Inde, qui est que ces formes d'engrais sont très subventionnées, les formes d'urée. Et donc, là aussi, les éleveurs, les agriculteurs les utilisent en très grande quantité. Donc pour finir, ce qu'on peut dire, c'est que la révolution verte et blanche apparaissent comme relativement complémentaires, dans la mesure où la révolution blanche utilise les restes, entre guillemets, de l'eau d'irrigation pour produire des fourrages, que ce soit des résidus des cultures fourragères irriguées, dans les régions qui sont touchées par la révolution verte, tout en visant, avec un relatif succès, les familles qui ont plutôt un accès moindre au foncier et à l'eau d'irrigation que la révolution verte. Voilà, donc elles apparaissent dans un certain sens relativement complémentaires. On a parlé aussi de la faible efficience de l'élevage laitier indien par rapport à l'eau d'irrigation d'origine souterraine et à l'énergie fossile pour pomper cette eau, avec toutefois une diversité de situations et des exploitations qui sont visées par la Révolution blanche, qui ne sont pas les plus inefficientes, en tout cas, on va dire,
parce qu'elles produisent en fait assez peu de cultures fourragères irriguées, c'est pour ça qu'elles sont un peu moins inefficientes que les grandes exploitations. Et comme elles sont nombreuses, elles permettent de collecter des volumes de lait qui sont quand même importants et de créer de l'emploi. Donc on a aussi ces fonctions qui sont assurées par l'élevage laitier. Et concernant la qualité de l'eau, ce qui ressort dans le canton et le village qu'on a étudié, c'est que l'élevage, en fait, quelque part, il pourrait apparaître plutôt comme une solution que comme un problème. Avec en fait une gestion adaptée des déjections animales, on pourrait éviter une grande partie des apports de fertilisants de synthèse, qui d'après ces calculs en fait, pourraient potentiellement se retrouver en grande partie dans l'eau et donc polluer les nappes. Et ceci permettrait également de diminuer les consommations d'énergie fossile et des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la fabrication de ces engrais de synthèse. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre pour cet exposé très complémentaire avec ce que nous a présenté Taya juste avant toi. On a le temps de prendre